Elle m'a dit « Je sens tout le tour de mon corps ». Ça m'a beaucoup fait écho parce que moi, quand j'ai utilisé le fauteuil auto, j'ai senti tout le tour de mon corps en sortant. Donc moi je suis Gabrielle Bouroux, je suis éducatrice spécialisée. J'ai travaillé pendant 12 ans en IME, sur l'IME sur lequel a été imaginé le fauteuil auto. Et là je travaille depuis 2 ans à 80% en CESAD et à peu près à 20% pour le fauteuil. Amélie Martins, moi aussi je suis éducatrice spécialisée. Alors depuis 2021, j'exerce des fonctions de coordination à temps plein. Je suis salariée ici depuis 2011 et en fait, tout mon parcours professionnel, j'ai accompagné des adultes avec TSA et déficience intellectuelle. Lise Grossard, infirmière au hameau Sésame depuis 3 ans et demi maintenant. Auparavant, j'étais infirmière en EHPAD et du coup, ça fait donc 3 ans et demi que je m'occupe d'adultes autistes sévères avec déficience intellectuelle. Michèle Lhuillier, psychomotricienne. Donc moi, je travaille à mi-temps pour le foyer, donc plutôt le foyer d'accueil médicalisé depuis mi-1999. La base de ma formation, c'est aussi le sensoriel, tout l'aspect sensoriel et l'aspect neurodéveloppemental, et que ce soit enfants qui ne sont pas autistes ou adultes avec autisme, on se trouve vraiment dans le développement, dans le neurodéveloppement. Il y a des liens aussi avec le fauteuil auto. Ok, merci. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le public que vous accompagnez ? Eh bien du coup ici, il y a un pôle FAM et un pôle MAS. Donc il y a 20 résidents en MAS et 30 en FAM. Ils ont tous un diagnostic de TSA avec déficience intellectuelle. Mais du coup, sur l'AMS, on a vraiment une moyenne d'âge autour de 45 ans. Et puis sur le FAM, on a 2 dynamiques, ceux qui ont aujourd'hui 45 ans et puis les autres qui ont entre 20 et 30 ans. TSA, souvent TSA sévère. Donc en fait, on a assez peu de personnes ici qui ont la parole. Donc il y a beaucoup de supports de communication adaptés qui sont développés. Voilà, les supports visuels, etc. Voilà, la problématique du vieillissement, la communication. De compréhension de l'environnement qui sont liées à l'autisme, mais qui sont aussi liées à de la déficience intellectuelle. Donc ça fait une double problématique. Voilà, et bien sûr toutes les particularités sensorielles d'hypo et d'hyperréactivité. Donc le TDI, c'est intéressant parce que du coup, vous allez nous expliquer comment vous êtes en lien avec la personne quand elle utilise le fauteuil, quand il n'y a pas de communication orale. Qu'est-ce qui vous a fait dire « il nous faut une solution pour envelopper les gens et on choisit auto ». Alors moi je peux répondre, parce que c'est quelque chose que je pratique thérapeutique depuis longtemps. En fait, de par nos formations et de par l'observation des résidents depuis de longues années du foyer, on s'est vraiment rendu compte, en plus de nos lectures théoriques, que le sensoriel était quand même une grande problématique chez les personnes TSA, qu'elles soient d'ailleurs comme les nôtres avec déficit intellectuel ou qu'il n'y en ait pas. La base de l'autisme, il y a quand même beaucoup cette problématique sensorielle. Et très vite, on s'est rendu compte que dans les moments, ça se déstructure très vite dans leur tête, dans leur approche de l'environnement, qu'ils ont besoin de beaucoup d'enveloppement, de serrage, de pression. Ça, très vite, on s'est mis à pratiquer ça. Et de contenance. Donc nous déjà, au niveau du pôle thérapeutique, on a mis en place des ateliers d'enveloppement très tôt, c'est-à-dire des ateliers où il y a un contexte, une salle contenante, quelque chose de répétitif, ritualisé, avec des rendez-vous réguliers, avec le même groupe, avec les mêmes personnes, et où en fait on travaille à ce que les résidents, par tout type d'enveloppement, soient dans l'ici et le maintenant pour recevoir de l'information, pour en exprimer, pour nous faire comprendre aussi, quel que soit le moyen, qu'ils parlent ou qu'ils ne parlent pas, ce qu'ils ressentent, ce dont ils ont besoin. Parce que nous aussi, on a été formés en stimulation basale et dans le quotidien, pour faciliter les accompagnements, c'était aussi de repérer, par rapport au profil de chacune des personnes qu'on accompagne, comment on peut leur permettre un ancrage qui rassure et qui permet une disponibilité, une concentration. Donc ça, c'est quand même aussi un souci, enfin pas un souci, mais une attention
qu'on a depuis longtemps. On a eu accès aussi à des articles et à une communication sur le fauteuil auto assez rapidement. Eh bien, ça a quand même attiré notre attention et on en a rapidement parlé à notre direction. Voilà. Donc ça vient de l'équipe. Ça vient de l'équipe. Et puis, ça a quand même fait écho avec nos connaissances théoriques, où on travaillait beaucoup aussi avec Temple Grandin, qui fait partie des autistes qui peuvent parler. Et nous, les autistes qui peuvent parler et nous exprimer ce qu'ils ressentent, ça nous intéresse beaucoup, parce qu'on n'a pas des personnes qui peuvent le dire. On l'observe, nous, dans leur comportement, mais ils ne peuvent pas nous le dire. Donc, Temple Grandin, sa machine à étreindre, c'était quelque chose qu'on connaissait. Et Otto, ça a fait complètement écho. Et on s'est dit, mais oui, bien sûr, on bricole, mais il existe des choses maintenant qui se construisent et qui sont adaptées et qu'on pourrait aussi mettre en place. Du coup, tout à l'heure, vous avez décrit un peu tous les résidents que vous accompagnez sur l'établissement. Est-ce que vous pouvez décrire de façon un peu concise les résidents qui ont accès au fauteuil? Est-ce que c'est tout le monde? Sur quels critères? Comment vous le décidez? Quand? Un peu tout le mode pratique autour du fauteuil. Souvent, c'est une réflexion collective, souvent en équipe pluridisciplinaire, où on voit une problématique particulière. Et derrière, on en discute souvent, infirmière, psychomotricienne, coordinatrice, psychologue, pour savoir si auto est une possibilité. Souvent, on se dit, on essaye et on voit derrière s'il y a un intérêt de poursuivre sur d'autres séances et d'une régularité, ou si on voit qu'en fait une séance et il y a peu d'intérêt et derrière on arrête ou on reprendra plusieurs semaines ou mois plus tard. C'est vraiment une prise de décision qui est collective et ça vient souvent on va dire, du pôle paramédical, nous qu'on appelle avec les coordinatrices. Ça peut venir un peu des équipes, mais c'est souvent nous qui proposons au début vraiment dans ces moments de pluridisciplinarité où on est à peu près d'accord, on donne un peu tout notre point de vue et derrière ça engendre souvent une séance d'essai pour voir aussi comment le résident se sent et savoir ce qu'on fait derrière. C'est-à-dire que nous, on est considérés comme équipe de référence, donc on fait les premières séances et progressivement, on fait des séances avec les équipes de terrain pour qu'ils puissent ensuite accompagner les résidents seuls. Vous avez fait un temps de formation, d'information à toute l'équipe de l'établissement. Oui, sur les temps de réunion, en fait, de chaque maison, donc chaque équipe de maison a été sensibilisée justement à Otto, son objectif. On a repris donc des éléments et puis notre projet. Et puis un temps d'essai, c'est-à-dire que vraiment on proposait sur ce temps-là le fait. Et puis il y a eu l'histoire du placement du fauteuil aussi. Est-ce que vous pouvez parler du choix de le mettre dans la salle sensorielle? On était un certain nombre à être plutôt partant pour dire que c'était un objet sensoriel et que ça pouvait être intéressant qu'il soit justement dans la salle sensorielle. Après, il fallait qu'il soit accessible à tout le monde. La salle sensorielle, ça pose un petit problème, c'est qu'elle est double utilisation. On ne mélange pas auto et on ne mélange pas salle sensorielle. D'ailleurs, si on va le voir, on se rend compte qu'il y a deux pictos, salle sensorielle, picto, auto. Quand on va faire une séance auto, on ne va pas faire une séance salle multisensorielle et inversement. On est en train d'aménager un espace qui soit à la fois la salle sensorielle et pas la salle sensorielle. Je pense qu'on va mettre un rideau. On a déjà mis un paravent. On va mettre un rideau pour séparer en deux les espaces, voilà, pour que les personnes et les résidents ne confondent pas. Mais moi, pour pratiquer dans la salle multisensorielle et avec Otto, je me pose aussi certaines questions. C'est-à-dire, on ne mélange pas les deux, mais il m'arrive de me dire au cours d'une séance sensorielle, ce résident-là, je lui ferais bien essayer Otto. Et je l'ai fait d'ailleurs une fois pour Mathias, ils sont très effrayés, nos résidents ne comprennent pas leur environnement. Ils ne savent pas bien communiquer, ils ne savent pas bien dire, enfin, en tout cas pas avec la parole, ils ne savent pas forcément nous faire retour de ce qu'ils ressentent. Il y a quand même beaucoup de communication qui est basée sur soit des pictos, des images, des objets, des observations de comportement. Moi, j'aime bien pouvoir voir s'ils vont pouvoir y aller ou pas, plutôt que de les faire venir dans une salle où ils ne savent pas ce qu'ils vont faire et qui leur fait peur. Parce que c'est un examen médical, pourquoi on va aller dans ce fauteuil? Donc il m'est arrivé au moins une fois pour un résident d'utiliser le temps multisensoriel pour mettre un objet de la salle multisensorielle très investi sur ce fauteuil. Ce qui a permis aux résidents d'approcher le fauteuil, puis de s'y installer
Et puis de supporter en fait et de faire une première découverte du fauteuil. En général, dans les retours nous qu'on a, c'est que c'est pas toujours si évident que ça, que les résidents ou les enfants s'installent dans le fauteuil, acceptent d'y aller et puissent bénéficier. Et plusieurs fois, il a fallu que nous, on s'installe dans le fauteuil pour montrer aux résidents que, en exagérant aussi un peu, ah oui, et pour qu'ils soient après dans l'imitation de notre comportement pour pouvoir accepter de s'installer. C'est quand même une cavité contenante où tout de suite il y a des enjeux sur la lumière, et puis c'est un nouvel objet. C'est ça. Et vous parliez de mettre un autre objet dans le fauteuil. Oui, pour ou faciliter. à proximité du fauteuil. Et effectivement, il y a beaucoup d'établissements qui se disent au départ, si le résident il a besoin de fidget, s'il a besoin de sa couverture, s'il a besoin de sa musique ou autre chose, en fait c'est OK. Et d'ailleurs, je m'en suis servie aussi par exemple des fidgets pour des résidents, je pense à qui comprennent mieux ce qui se passe pour eux, mais qui ont du mal à rester très longtemps. En fait, ils passent très vite. Pour beaucoup, ils manipulent la télécommande, ils essayent, ils se serrent, ils se desserrent. Au départ, c'est souvent ça, mais ils ne restent pas dans le fauteuil. Ils utilisent la télécommande, un peu comme des jeux vidéo. Et puis, ils se serrent, ils se desserrent, et puis hop, ils sortent. Et moi, il m'arrive d'utiliser des fidgets pour qu'ils restent. Même après des serrages, serrés ou pas serrés. Ce qui permet en fait de travailler le lien de causalité. C'est-à-dire qu'au départ, il y a des personnes qui ne font pas le lien entre quand j'appuie, ça serre ou quand j'appuie, ça dessert. Et à force de répétition, le lien de causalité il va se construire et du coup, ils vont comprendre et du coup, ils vont vouloir réclamer le fauteuil parce qu'ils comprennent l'effet que ça leur fait. Et d'ailleurs, ils n'acceptent qu'on les serre, nous. Moi, je n'attendais pas du tout ça. Je pensais qu'on allait devoir au départ, nous, faire le serrage et ça me posait beaucoup de questions parce que je me disais comment on va évaluer le besoin de serrage et puis après que peut-être on leur apprendrait à manipuler la télécommande. Et bien globalement, ils commencent tous, quel que soit leur niveau, par manipuler la télécommande, se serrer, desserrer, manipuler l'objet et puis au bout d'un moment, accepter que nous, on prenne la télécommande et qu'on serre pour eux. Et quel est le but du coup que ça soit vous qui... D'essayer de leur permettre de ne pas avoir à la fois une manipulation et un ressenti du corps. Ils sont très en difficulté ou ils sont incapables de trier les stimulations et de multiplier les gestes. Il faut que les stimulations soient souvent triées une par une ou que les gestes soient triés un par un pour qu'ils prennent conscience du geste et de l'effet du geste. Donc le fait que nous on serre, quand on a déjà observé comment ils serrent, comment ils desserrent, est-ce qu'ils acceptent de rester, ça leur permet de mieux sentir ce qui se passe. Je me souviens, c'est justement qui un jour quand moi j'ai serré, parce qu'au départ elle serrait, elle desserrait, un jour elle a accepté de me passer la télécommande et quand elle est sortie du fauteuil, elle m'a dit « je sens tout le tour de mon corps ». Ça m'a beaucoup fait écho parce que moi quand j'ai utilisé le fauteuil auto, j'ai senti tout le tour de mon corps en sortant. Et vraiment, je ne lui avais rien dit de ça et elle m'a verbalisé « je sens tout le tour de mon corps ». Et je pense que si elle était restée dans la manipulation de la télécommande, elle n'aurait peut-être pas fait cette expérience. Elle aurait été dans ses doigts, elle aurait été dans la télécommande qui fait peut-être des sons aussi, parce que ça fait du son quand ça serre et quand ça desserre. Elle aurait peut-être été focalisée sur ces sens-là et pas sur son corps. Ok. Voilà. Tu parlais pour... Mais en fait, on a aussi, la déficience intellectuelle importante fait que des fois, pas obligé, mais on s'autorise à leur proposer une expérimentation qui leur permette de comprendre et d'accéder à quelque chose parce qu'en fait, cognitivement, ils ne sont pas suffisamment armés pour faire le choix de est-ce que je veux expérimenter ou pas expérimenter en fait. Expliquer ce que va faire le fauteuil auto à une personne qui a accès juste à un objet dans son contexte, c'est pas évident. Donc c'est même parfois impossible et on justifie aussi le fait d'un peu accompagner avec des stratégies justement, soit l'imitation, mets-toi dans le fauteuil comme moi, et puis de par étapes aller serrer un petit peu plus en ayant une vigilance, mais parce qu'après il y a le consentement, c'est des sacrés sujets, mais
d'expérience, on sait que s'il n'y a pas expérimentation, on ne pourra pas recueillir d'informations sur ça me plaît pas. Donc on y va à tâtons et on essaye d'écrire beaucoup de choses sur justement l'impact de nous dans nos PP et tout ça. On essaye beaucoup, on a des évaluations de communication qui viennent un peu justifier aussi, expliquer nos pratiques. Mais vraiment cette étape de je te permets d'expérimenter, je fais à ta place. Parce que en fait sans ça on est sur non quoi, on se dit ils passent peut-être à côté de quelque chose qui leur serait bénéfique Et du coup ce que je comprends dans ce que vous me dites, c'est que l'utilisation que vous avez du fauteuil sur proposition de l'équipe, parce qu'il y a aussi des établissements qui l'utilisent soit en cas de crise, comportement des filles, soit inclus dans l'emploi du temps pour faire de la modulation neurosensorielle, ou alors sur proposition de l'équipe ou à la demande du résident. Comment vous faites-vous ? Les premières expérimentations, c'était plutôt par rapport à des états de crise. Oui. Parce que nous, on a des cellules interdisciplinaires des périodes, voilà. On a d'autres outils pour les états de crise aiguë, qui sont plutôt des temps de contenance dans des salles apaisantes. Donc on ne va pas utiliser forcément tout sur un moment de crise, mais par contre sur une période de crise... On a pu l'utiliser plusieurs fois sur des périodes de crise. Oui, dans un objectif de régulation sensorielle, justement. On a eu une séance par jour au cours du mois de juillet. Oui. Et qu'est-ce que vous avez noté sur cette période-là Les personnes qui nous accompagnaient ont pu noter qu'elles venaient toujours alors qu'elles pouvaient être très en opposition sur beaucoup de choses, elle venait toujours assez facilement finalement faire sa séance auto, que c'était quand même un peu ritualisé sur l'utilisation d'auto. Elle ne disait pas grand-chose de ce qu'elle ressentait, mais qu'en tout cas nous on observait que c'était un moment où elle était bien et calme. Moi j'avais des questions genre racontez-moi une anecdote, une petite victoire vécue avec un résident avec auto. Est-ce que vous en avez d'autres que pour cette jeune-là ou... Moi c'est un résident qui est très fuyant. Dès qu'on lui propose quelque chose qui ne vient pas de lui, dans le quotidien comme dans les soins, il peut être dans la fuite. Il s'assied et puis hop, il part et il n'y a pas moyen de le faire revenir. Ou alors vraiment, il nous regarde de loin, il fuit, il se cache et c'est son quotidien. Et c'est l'histoire justement du jour où il était dans cette salle sensorielle et où j'ai pu mettre un petit ours qui fait des petits sons sur le podium. Je ne l'ai même pas mis dans auto, je l'ai mis sur le podium d'auto. Et puis je suis allée m'asseoir dans l'auto et j'ai pris le petit singe et j'ai reposé. Et il s'est levé de là où il est allé voir le petit singe, il s'est assis dans le fauteuil. Et là, on a pu travailler serrage et il y était très bien. Puis quand il n'a pas plus voulu, il a reposé le singe et il était prêt à partir, à quitter la salle. Sauf quelqu'un, quand il a fini, il se sauve. Et là, j'ai pu lui dire, tu n'es pas obligé de partir, tu peux retourner dans l'endroit où tu étais et prendre le temps. Et en fait, il n'est pas parti, il est retourné. Ce qui était une première. Pour moi, c'est une grande victoire. Parce que quand il a décidé de partir, c'est fini, il part. Et là, il a fait la transition et il était bien. Pour moi, c'était une grande victoire. Oui, je pense aussi, parce que s'il a été après disponible pour faire un choix et pas dans la fuite, parce que c'est vraiment un résident qui fuit, qui file en fait. Il fait son choix et il file dans un ailleurs. Voilà, et il va s'auto-stimuler dehors et tout et tout. Donc moi, quand j'ai lu la transmission, j'ai vraiment eu le sentiment que ça lui avait permis aussi de la disponibilité, de l'écoute et de la relation de confiance en fait aussi. Si demain, vous enlevez le fauteuil, qu'est-ce que ça changerait dans l'établissement ? Ça enlèverait quand même une possibilité d'essayer autre chose pour certains, je pense à certaines surtout, où on est arrivé un peu à bout de ce qu'on pouvait faire en termes de serrage, en termes de sensorialité. Chez certains, je pense que si on l'enlève, ça nous enlève une possibilité d'apaisement. Oui, il est vraiment venu étayer notre boîte à outils. Ouais. Si on l'enlève, je pense que ça enlève quelque chose de la boîte à outils et donc en fait on ne pourrait pas se dire qu'on a tout essayé. Parce qu'on fait quand même nos réunions interdisciplinaires de réflexion régulièrement suite à des périodes d'agitation et de tension, où la auto est quand même aussi régulièrement proposée. Et puis on voit bien au fil des évaluations des projets personnalisés que de plus en plus auto, il vient étayer les moyens de mise en place d'objectifs. Et il nous enlève un moyen fixe. Moi, il m'enlèverait un moyen fixe. C'est-à-dire que depuis longtemps, on utilise des couvertures lestées, on utilise des gilets.
pour des gens qui sont sans arrêt en mouvement et qu'on essaye de poser, de faire se ressentir, se recentrer et de poser, on s'aperçoit que les gilets, peut-être ça les recentre, ça les pose, mais ça n'empêche pas beaucoup le mouvement. Alors qu'auto, c'est un objet fixe. Donc même si ça dure 5-10 minutes, c'est un moment où la personne, elle s'assied, elle se pose. Et ça manquerait. Si on n'avait plus auto, on n'aurait plus... C'est vraiment ça, hein, pour Charles. Ouais. Ça a été ça, ça a été aussi des gens qui déambulent, qui s'auto-stimulent ou s'auto-pilent. Quelqu'un qui peut vite aussi aller chercher la pression profonde. Et on voit aussi qu'en leur proposant des séances avec auto, ça leur fait du bien. C'est vraiment quelque chose qu'on utilise dans notre quotidien aussi, même si c'est... Voilà. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il est venu quand même répondre à un manque, quelque chose qu'on n'avait pas. Enfin, parce qu'on était déjà dans ces dynamiques d'ancrage, de contenance. Mais finalement, moi, je trouve que c'est plutôt cette dynamique de fixe, en fait, là, ce que tu disais. Pas la dynamique, mais le fait que... Quand on l'a, on n'a pas envie de le rendre. C'est sûr. Là, on n'a pas envie de le rendre. Et puis en fait, moi ce que je trouve vraiment chouette, c'est que du coup il y a des institutions de droit commun. Il y a les aéroports de Paris, il y a le palais de Tokyo. Et du coup, ce qui est chouette aussi, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui n'ont pas de TSA ou pas de diagnostic, qui utilisent en fait le fauteuil. Il est universel. Hein. Le psychologue l'autre jour est arrivé très déstructuré et nous a dit: j'ai envie de faire une séance auto. Le plus drôle, c'est qu'elle ne voulait pas aller faire sa séance auto toute seule. Non. Elle voulait qu'on l'accompagne. Donc, elle avait besoin quand même de pairing. Hein. On lui a dit, mais tu peux aller la faire toute seule, tu fais partie du groupe pilote.